Les ondes du Havre secret. Présenté par Clésius Néofolk et Simon Kinard. Sur West Track 95.9. Salut les curieux et les curieuses. Salut les amis. Alors, avant de poursuivre cette émission, je tiens à préciser à nos auditeurs que nous allons parler d'un sujet un peu sensible. J'espère ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Bon, à ce point, je pense que vous êtes prévenus, chers auditeurs. Nous allons donc parler d'une affaire criminelle, d'un double homicide. Je n'entrerai pas trop dans les détails, promis. Certes. Nous poursuivons donc notre exploration des couloirs du passé du Havre. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener, Simon, à la rencontre d'un jeune Havrais qui a eu un destin assez tragique. Je ne t'en dirai pas plus, mais hâtons-nous parce que ses jours sont comptés. C'est lui qui va être assassiné ? Il ne va pas être assassiné, mais oui, il va mourir. De quoi ? Bon, je te suis Clésius. Rappelle-moi juste notre destination et l'époque à laquelle nous nous rendons. Début juin 1938, gare des Transatlantiques. Génial ! C'est immense ! Quelle activité ! Il y a un train qui entre en gare et qui déverse des passagers avec leurs grosses malles de voyage et des stewards qui s'empressent d'aller les aider, espérant très probablement un pourboire, j'imagine. Mais ils vont où tous ces voyageurs ? Sortons de la gare, tu vas comprendre et tu vas adorer. Oh purée, le Normandie, le célèbre paquebot. La ligne Le Havre-New York, véritable ambassadeur de la France avant le France. Le Normandie est un somptueux paquebot. Vas-y, dis-moi qu'on monte à bord. Et non mon pote, malheureusement, nous allons devoir rester à quai. Je suis le premier attristé, je nourris une véritable fascination pour ce paquebot art déco depuis quelque temps. Une merveille, ces cheminées sont remarquables. De là où nous sommes, nous ne voyons pas le pont, mais je devine toute l'effervescence sur ce dernier. Et regarde Simon, vois-tu cet homme ? Celui avec la casquette en uniforme. Il monte sur la passerelle d'embarquement numéro 3. Attends, je cherche... Oui, c'est bon, je le vois. Bon, c'est qui ? Je devrais le reconnaître ? Non, pas particulièrement. C'est monsieur Pierre Vittel. Il travaille à bord. Regarde, il fait signe à sa femme qui est sur le quai. C'est la dame qui est en jupe avec le landau à côté d'elle. Elle agite un mouchoir. Oui, c'est bon, je les vois. C'est une scène assez banale en soi, non ? Ouais. Mais maintenant, regarde au-dessus du quai, sur la terrasse du premier niveau de la gare des Transatlantiques. Dissimulé dans la foule, un jeune homme les observe. Ah oui, il a pas l'air dans son assiette. Il y a Anguille sous roche. C'est qui ? C'est André Vittel, le demi-frère de Pierre Vittel. C'est un jeune Havrais, il a 17 ans, il est un petit peu désœuvré. Il aime la vie nocturne et dépenser sans compter. Il travaille à l'occasion sur le steamer le Cuba. Mais cela ne suffit pas à couvrir ses dépenses. Une pente glissante, un peu savonneuse. Ouais, tu l'as dit. J'aperçois Madame Vittel qui s'en retourne vers l'arrêt de tram qui rejoint la vieille ville. Et oui, et quant à moi, je vois André Vittel qui la suit de loin. Ils montent dans le même tram, dit. On les suit, non ? Ouais, n'allons pas à leur rencontre. Les dés sont jetés. Et quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas entraver la marche du destin. Ce qui doit arriver arrivera, même si c'est malheureux. Tu m'inquiètes là. Et tu as raison d'être inquiet, car un drame va se produire. André Vittel est parti assassiner Madame Vittel, la femme de son demi-frère. Et il n'en restera pas là. Non, ne me dis pas que... Eh oui, André Vittel assassinera le petit Michel Vittel, en bas âge, le bébé du landau. Mais quelle horreur ! Je te propose de filer un peu plus loin dans le temps, et à la prison du Havre. Nous allons à la rencontre d'André Vittel, lui-même, le surlendemain de son crime odieux. Peut-être pourrons-nous expliquer son geste. Nous tâcherons de découvrir ce qu'il va advenir de lui, qui, je te le rappelle, est un mineur.
voici devant la prison. J'imagine que tu as les clés ? Trouvé en explorant des documents d'archives. Suis-moi. Passons par cette coursive. André Vittel vient d'être admis. Il est encore au bloc des entrants. Le gardien quitte son poste de surveillance devant la cellule. Oui, il prend toujours un café à cette heure-là. Il doit être remplacé par son collègue de l'entrée, mais comme tu l'as vu, il était en train de roucouler avec une dame du voisinage. C'est du propre, tiens. Mais du coup, ça nous laisse le champ libre pour aller à la rencontre de Monsieur Vittel. Bonjour jeune homme. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez l'air abattu. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Soulager un peu votre conscience ? J'ai déjà tout dit à la police, de toute façon, je passe en jugement dans pas longtemps. Je peux bien vous raconter ce qui s'est passé. Je me suis rendu chez Alice, la femme de mon demi-frère. Il est plus âgé que moi et elle aussi, elle a 29 ans je crois. Avait ? Oui, avait. Mon demi-frère travaille sur le Normandie. Du coup, comme j'étais à sec et que il ne veut plus rien me prêter, je me suis dit que si j'allais demander à Alice, elle serait moins farouche. Et alors ? Elle m'a fait une petite collation, j'ai bu un coup avec elle, un bon vin. Le petit Michel dormait tranquillement. Je me suis dit, après ce bon moment, que je pourrais lui demander quelques ronds. Et c'est là que ça a dérapé ? Elle a dit que Pierre m'avait déjà prêté et que j'étais un mauvais payeur, que l'argent me brûlait les doigts. De quoi elle se mêle la mégère. J'ai vu rouge. Je jure que j'avais pas prévu de faire ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas moi qui l'a fait. J'ai agi sous la contrainte d'une force que je ne pourrais pas décrire. Clésius, le garde revient. Allez, filons à l'anglaise. S'il vous plaît, le journal. Ouais, merci. Nous sommes le 18 février 1939, chers auditeurs. Ça fait plusieurs semaines que nous avons vu André Vittel. Il nous a livré sa version des faits. Mais maintenant, voyons un peu ce qu'en dit la presse. Lis-nous donc ça, Simon. Le quotidien socialiste Le Populaire écrit, je cite, « On sait qu'il a assouvi une vieille rancune. Il en voulait à son frère et à sa belle-sœur d'être des travailleurs et par là d'être heureux à leur foyer. Quand lui, paresseux, subissant ses mauvais instincts, n'avait fait qu'un dévoyer. » Fin de citation. C'est cruel comme interprétation. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Eh ben la presse s'est faite sa propre idée. C'est pas différent aujourd'hui. Dépêchons-nous, je crois que son procès a déjà commencé. Entrons dans le tribunal en toute discrétion. C'est le président là au bout de la salle. Et André Vittel qui se tient debout, menotté devant lui en contrebas, accompagné de 2 gardiens. Il est évident que vous avez tout prémédité. Après avoir fracassé la tête de votre belle-sœur, vous l'avez frappée à terre avec un premier couteau, puis avec un deuxième, vous lui avez tranché le cou jusqu'à la colonne vertébrale. Le sang coulait à flot autour de la tête de la demi-décapitée. Alors, vous faites votre toilette et, prévoyant tout, vous mettez des gants pour chercher 1000 francs d'économie du ménage. Vous videz le verre de vin sur la table. Vous faites un paquet de vos effets sanglants. Mais un enfant crie, l'enfant d'où vous venez de supprimer la maman. La dernière des brutes eût épargné ce bébé de 6 semaines. Vous l'asphyxiez avec calme et méthode. C'est faux, rien de tout cela n'est vrai. L'homme qui marche vers André Vittel, c'est l'avocat général, Vigneron. Je crois qu'il va prendre la parole pour exiger la peine. Je réclame la peine de mort pour ce monstrueux forfait. C'est une bête qu'il faut abattre. La vache, quelle horreur. Il est remonté celui-là. Je me suis procuré le dossier de crime. Et j'ai eu l'occasion de voir les photos de la scène du crime. C'est surréel, c'est invraisemblable. J'ai cru à des photos fausses, tu vois. Dans un premier temps, une sorte de reconstitution un peu grossière, faite par des amateurs. Mais non, c'était bel et bien la scène du crime, découverte au lendemain. Et bon, je t'épargnerai ce dossier lugubre.
Monsieur le chef du jury, Monsieur André Vittel est-il coupable, le 8 juin 1938, d'avoir au Havre soustrait frauduleusement une certaine somme d'argent, des vêtements, des chaussures et d'autres effets au préjudice des époux Pierre Vittel? Le chef du jury se lève et la main sur le cœur. Oui, Monsieur le Président. Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec violence? Oui, Monsieur le Président. Ces violences ont-elles laissé des traces de blessures? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Vittel a-t-il agi avec discernement? Écoute bien Simon, cette question est très importante. Je vais t'expliquer après. Oui, Monsieur le Président. A-t-il volontairement donné la mort? Oui, Monsieur le Président. A-t-il agi avec préméditation? Oui, Monsieur le Président. André Vittel a-t-il volontairement donné la mort au petit Michel Vittel? Oui, Monsieur le Président. C'est accablant. Monsieur André Vittel est donc reconnu coupable de tout ce qui lui est reproché et par conséquent condamné à la peine capitale. Condamné à mort à 17 ans? Ouais, c'est là la particularité de cette affaire. Je vais t'expliquer ce qui vient de se produire sous nos yeux. Voici le contexte en cette fin de décennie 1930. On commence à considérer les enfants, les mineurs, on ferme les bagnes d'enfants. Depuis 1906, la majorité pénale est à 18 ans. Avant, elle était à 16 ans. 2 années, tu vois, dans lesquelles se trouve André Vittel. C'est important pour comprendre ce qui va suivre. La loi stipulait formellement que lors de la comparution d'un mineur, le président du tribunal devait toujours poser la question « L'accusé a-t-il agi avec discernement ?» Si l'accusé n'avait pas agi avec discernement pour X ou Y raison, alors il devait être acquitté et par exemple être envoyé en maison de correction. Pour André Vittel, tu l'as entendu, le jury, le chef du jury en tout cas, a déclaré qu'il avait agi avec discernement. Et donc dans ce cas, il aurait dû subir une peine moins sévère, une peine dite amoindrie. Et perpète par exemple? Ouais, par exemple. Mais en 1912, la loi est légèrement modifiée pour développer les tribunaux pour enfants et adolescents. Cette loi ne fait pas allusion aux mineurs âgés de 16 à 18 ans. Rappelle-toi, cette catégorie a été créée en 1906. Donc, pas d'atténuation de peine pour eux dans le cas où ils seraient reconnus agissant avec discernement. Et du coup, André Vittel est condamné à mort comme un adulte. Comme s'il était majeur, bien qu'il ne le soit pas. On sort du tribunal, j'ai la nausée là, avec toute cette ambiance là. C'est morbide. Tiens, regarde ce journal, Paris Soir, le 18 février 1939. Je cite. « Tout l'intérêt de cette affaire est de savoir si le jeune âge de Vittel le sauvera de la guillotine. » Fin de citation. Oh, il y a du grabuge derrière nous. Les gardiens tentent de protéger le condamné de la foule qui veut le lyncher. On en finit s'il te plaît là. Nous devons nous rendre place de Bonne Nouvelle à Rouen, peu avant l'aube, pour achever notre voyage dans le sillage d'André Vittel. Bon, essayons de nous frayer un chemin à travers tous ces journalistes. Ah ça y est, je le vois, on vient de le faire entrer dans le bâtiment central de la prison. C'est dingue, on dirait un gosse. Il a 17 ans, ni un homme, ni un enfant. Si on passe par là, on peut esquiver les cordons de police. Ah oh la vache, la guillotine est juste devant nous. Je rêve. Ils vont pas l'exécuter en public quand même. Simon, André Vittel, ce jeune Havrais, sera le dernier condamné à mort mineur de France. Et le dernier condamné à mort en place publique de Rouen. Et ben c'est aussi ça qui fait la spécificité de cette affaire. L'affaire Vittel est une affaire emplie de violence. Debout, Vittel. Il est 3h45 du matin. Votre recours en grâce a été rejeté. Soyez un homme. Mollo, monsieur le procureur, pas la peine de s'énerver. J'ai le droit à mon verre de rhum et à ma cigarette. Messieurs les gardiens, placez-le dans le fourgon. Poussez pas les gars, je vous promets que je vais pas me barrer. Regrettez-vous? Je n'ai rien à dire.
Votre regard est froid, plein de haine, Vittel. Je vous l'ai dit, monsieur le procureur, j'ai agi sous la contrainte d'une force que je ne peux pas définir. C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique, le matin même, à la santé. Un homme avait été exécuté et nous étions si tranquilles. Là au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles, sortant peu à peu de chez elles, composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Ils lui ont dit d'un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il n'a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé par ces bourreaux. Je ne suis président de rien, moi je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins commencent, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne 2-3 paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans
la cour, un grand dais noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir, dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné, assassiné. Vous écoutez Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. J'ai écrit cette émission en me basant sur les recherches et les travaux de monsieur Jean-Claude Vimont, monsieur Florian Dupry dans un mémoire de master et bien entendu monsieur Eddy Simon dans les grandes affaires criminelles de Seine-Maritime. Les dossiers de la cour d'assises de Seine-Inférieure pour l'année 1939 sont conservés aux archives départementales sous les cotes 2U 2283-2287. Vous pouvez retrouver l'intégralité du dossier historique précis et complet sur le site suivant criminocorpus.hypothèseaupluriel.org. La plupart des propos sont des citations rapportées de la presse locale et régionale. De manière générale, cette émission est une narration imaginée, très largement inspirée du procès et de la condamnation de l'affaire Vittel. Il fallait bien un revers à notre Havre si secret. Eh oui, comme ce triste record. Une affaire terrible, un acte ignoble, une justice définitivement aveugle. Je crois qu'en voyageant dans le sillage d'André Vittel en 1938 et 1939, nous avons assisté à la fin d'un âge de la justice française, reliquat du 19e siècle. Oui, un âge violent. D'un côté comme de l'autre. On vous dit à bientôt les curieux, les curieuses. Allez, à bientôt les amis. C'était Les ondes du Havre secret sur West Track 95.9. Retrouvez Simon et Clésius sur la chaîne YouTube Les Dossiers du Havre secret et sur le site internet www.havre-secret.fr.